Salut les petits potes à la compote! C'est votre copine Miley qui vous parle. Bienvenue sur le 3e épisode de mon podcast Made in My My. Ici, on fait la révolution par la tendresse. Made in My My, c'est quoi? Une collection de souvenirs, d'aventures, de pleurs, de rires, de rencontres et d'amour. Ici, je vous partage des fragments de conversations avec mes proches ou avec des inconnus, fruits de rencontres hasardeuses et de spontanéité. Aujourd'hui, je vous partage un épisode très spécial. J'ai rencontré Esteban en juillet 2022 pour un apéro coucher de soleil grâce à Alice. Alice, c'est mon petit pissenlit. Depuis notre rencontre au lycée, elle occupe une place très proche dans mon cœur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Alice qui passe derrière mon micro, mais son amoureux Esteban, avec qui elle attend un petit bébé. Nous avons tourné cet épisode en février 2023, quelques heures avant que le sexe de leur petit bout de chou ne soit révélé. Dans cet épisode, nous parlons de l'entrée dans la paternité, de métissage, d'amour et de multiculturalisme. Je n'en dis pas plus, et je vous laisse nous rejoindre. Bonjour Esteban. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par ta présentation? Comment tu aimerais te présenter? Et moi, je suis Esteban et je suis chilien, j'ai 24 ans et je suis dans mon dernière année d'études et moi, je vais être parent dans 4 mois. Ok, et qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que tu allais me dire avant que je commence l'enregistrement? Oh, je sais pas quoi dire. Tu sais que t'allais commencer une phrase et je te dis « Ah, attends, je peux t'enregistrer ». Oh, j'ai oublié. Bah, tu peux dire ce que tu veux alors. En fait, moi, je pense qu'il y a une génération, il a plein de stimulés. Stimulus? Et stimuli externes. Oui, stimulus externe. Et qu'il y en a vraiment mal à choisir. Parce qu'on sent, on a les sentiments qu'on perd beaucoup de choses. On renonce à beaucoup des choix. Mais ça, vraiment, pour moi, ça valorise beaucoup plus les choix qu'on fait. Parce que ça veut dire, moi, conscientement, moi, je suis en train de choisir quelque chose en sachant que je ne vais pas faire des sortes. Du coup, c'est pas vraiment que je fais ma choix parce que c'est la seule option. Pas du tout. Sinon, moi, je fais ma choix parce que ça me rapporte beaucoup plus de valeurs que toutes les autres options que nous, comme génération particulièrement, on a. Ok. Et donc, tu vas être papa dans 4 mois. C'est quoi dont tu as le plus hâte? Et de quoi j'ai le plus hâte? Ouais. Et moi, j'ai hâte de le rencontrer, de savoir comment je vais me sentir, comme Alice, elle va se sentir. En fait, moi, je connais Alice, c'est ma copine. Et dans son rôle de juste elle, moi j'ai trop hâte de savoir comment elle va être dans son rôle de maman et l'avoir joué avec lui, comment il va changer, comment il va s'adapter au changement. Et moi j'ai trop hâte de savoir comment le bébé il va changer l'environnement et comment il va changer pas juste notre environnement, sinon celle les parents d'Alice, le frère d'Alice et les grands-parents, ma famille. En fait, c'est vraiment fou, ça rend compte quand un bébé, ça change vraiment, vraiment tout. Surtout parce que c'est les premiers et petits enfants, c'est les premières et des deux côtés, de ma côté et des côtés d'Alice. C'est les premiers enfants entre mes amis, c'est les premiers enfants entre les amis d'Alice. Du coup, c'est vraiment tout un changement qui va arriver et moi j'ai trop hâte de savoir ça, de voir comment va se dérouler et en fait le rencontrer, voir sa petite tête et s'il a pris je sais pas ma bouche, les yeux d'Alice, je sais pas, on peut le rencontrer en personne quoi. Et est-ce que toi t'arrives à imaginer le type de parent que tu vas être? Est-ce que t'as une idée ou tu te laisses surprendre? Ou t'as quand même une idée? En fait, j'ai beaucoup entendu parler qu'il ne faut pas vraiment se presser. Il faut se préparer psychologiquement pour s'adapter beaucoup. Et moi, j'ai entendu parler aussi que chaque enfant c'est différent. Du coup, il n'y a pas vraiment une vraie préparation pour dire si le bébé il fait A, il faut que tu réagisses avec C. Du coup, ma préparation plutôt c'était me dire et il va et
et ils vont arriver des moments un peu challenging. Moi, je vais pas dire que c'est des moments durs parce que c'est nous qui avons choisi et ça vient vraiment de besoin de bébé d'être accueilli. Mais moi, je pense que je vais être un parent plutôt à l'écoute. Moi, je vais essayer vraiment d'apprendre bien les besoins de mon bébé plutôt que mais préparer à si les bébés il fait ça et moi je dois réagir comme ça. Sinon, plutôt apprendre sur la marche. En fait, tout le monde toujours il dit que les premiers bébés c'est hyper spécial parce que tu apprends avec, même si tous les bébés sont différents, mais il y a certaines choses qui se répètent. Mais moi j'ai hâte d'apprendre sur la marche et en fait, me développer avec lui. Moi je pense que je vais être plutôt un parent euh, chill, je pense. Pas trop, parce que moi j'aime pas trop quand tu les laisses juste en toute liberté, parce que les bébés ils sont besoin d'un cadre. Mais moi je pense, en un mot, moi je pense que je vais être plutôt chill. Oui. Ok. Et d'ailleurs, en termes d'identité, toi, tu te sens chilien? Même si tu habites en France, comment tu te positionnes en termes d'identité? En termes d'identité, et moi je suis arrivé il y a 1 an et demi en France, et moi je me sens pas français, moi je me sens chilien. Moi j'ai vécu 22 ans au Chili. Moi je pense qu'il y a des différences culturelles et fortes, mais pas conflictives. Et Alice aussi, elle n'est pas une française comment on va dire. Elle a une grosse partie italienne Mhm. et dans comme elle était élevée, qui se partage beaucoup avec la culture latino. Et du coup, mon identité est un peu latino. Moi j'ai un peu mon concept, ma conception des familles, des groupes familiers et tout. Et moi, je sens que c'est très similaire à celle d'Alice. Et du coup, moi, je vais essayer de partager ça, qui c'est moi, avec mon enfant. Et aussi, mon enfant, il va être français. Du coup, c'est un garçon. On ne sait pas encore si c'est un garçon. C'est un garçon. Du coup, il va être français. Du coup, moi, j'espère aborder et les partages de mon identité à mon enfant, qui ça va être aussi en moitié de son identité, mais aussi en respectant et sa identité française, qui c'est où il va traîner, où et ses premiers amis ils vont être nés et tout. Du coup, ça. Comment tu appréhendes, du coup, le métissage de ton enfant? Hum, En fait, et moi je pense que le métissage et d'abord la France, l'histoire de la France, c'est vraiment beaucoup de cultures qui se sont mélangées. On peut les regarder juste en sortant à la roue. Et, et moi je pense que c'est hyper bien. Moi je pense qu'il y a moi je suis né dans un contexte où tous les gens c'était 100% chiliens. Et c'était les deux parents chiliens, toute sa famille c'était chilien. Et là, dès que je suis arrivé en France, moi je me retrouve avec beaucoup plus d'ouverture culturelle. Et moi je pense que c'est vraiment un avantage dès le début pour l'enfant qui s'est dit vraiment, il n'y a pas que la France. Et il y a l'Italie des côtés de ma maman, son papy il est italien. Et aussi il a des papys chiliens. Du coup vraiment, d'abord, il va traîner en France. Mais il va savoir qu'il y a un petit pays en Latine-Amérique à 12 000 kilomètres il y a cette coutume, il y a certaines choses qui sont très différentes. Du coup, ça les permet un peu de se faire des questions qui beaucoup de gens, ils meurent sans se les faire. Et moi, je pense que ça va l'apprendre la tolérance, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est hyper important et le respect pour les personnes différentes. Ça, et aussi, il va avoir l'opportunité de regarder certaines caractéristiques de la culture et ailleurs, la chilienne, l'italienne et la française. Et lui, il va avoir l'opportunité de choisir ce qui lui plaît le plus. Du coup, moi, je pense que c'est une grosse opportunité pour lui
de vraiment et choisir entre trois cultures, on va dire, différentes. Et lui, il trouvait son identité qui c'est d'abord métisse, tu vois. Mm. Moi, je peux te parler en tant qu'enfant métisse. La question de l'identité, c'est assez difficile quand tu grandis parce que tu sais pas où te positionner. Et récemment, il y a Gaël Faye qui a ressorti son premier album et chaque chanson est accompagnée d'un commentaire. Et il y a une chanson qui s'appelle Métisse, si tu veux, je te la partagerai. Et dans le commentaire, il disait que c'était un peu une chanson remède pour lui parce que toute sa vie, on lui avait dit que être métisse, c'était être 50-50. Il était 50% français, 50% rwandais. Et il a dit que grâce à cette chanson, il a compris qu'en fait, il n'était pas 50-50, que c'était pas une addition, mais qu'en fait, il était 100% rwandais et 100% français, et que ces choses faisaient que c'était lui. Et du coup, en fait, votre enfant, il va être 300%, en fait. Il va être 100% chilien, 100% italien, 100% français. Et je pense que l'identité, après, ça va être à lui de faire du Tetris et de... En fait, moi, je pense que c'est une très belle façon de regarder le métissage. Vraiment, moi, je ne vais pas penser comme ça, mais c'est une très belle façon et ça me fait beaucoup de sens. Vraiment, c'est une personne unique. Moi, je suis dans mon école d'ingénieurs qui sont particulièrement fermés. Et en fait, ça me fait un peu la peine regarder des gens qui sont évidemment jamais sortis de France. Et nous, on arrive déjà avec 2 langues. On tente d'apprendre la troisième, qui c'est le français. Et on galère parce que le français, c'est une langue très dure à apprendre. Et tu vois, comme pour eux, parfois c'est chiant de accueillir quelqu'un qui est en train d'apprendre sa culture. De quelqu'un qui a vraiment traversé et 14 heures en vol pour venir dans son pays. Et ils ont la flemme de faire l'effort de te comprendre. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème de fermeture. Parce que tu dis, vraiment, cette personne, il a tout ce qui c'est différent à lui, il va pas l'accepter. Du coup, c'est vraiment dommage. Ça me fait un peu la peine qu'il y a des personnes comme ça. Parce que c'est vraiment des personnes qui, tu dis, le lendemain, quand il va voyager ailleurs, il va travailler ailleurs, il va se rendre compte que c'était pas du tout une bonne façon d'agir. Mais je pense que justement, les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui ne sont pas intéressées pour aller ailleurs, et ils ne vont pas aller ailleurs, ils ne sont pas allés ailleurs. C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. Parce que comme ils n'ont jamais été confrontés à l'altérité et à la différence, ça leur fait peur. En fait, ils pensent que la différence, ça agit comme une soustraction. C'est que, du coup, on perd notre identité, on perd nos repères, on perd nos valeurs. Alors que non, en fait, quand on les différences, ce sont des additions, je pense, où tu perds rien, mais juste tu gagnes de nouvelles connaissances. En fait, sur la partie sociale et aussi sur la partie professionnelle, moi je pense qu'il est quand il y a, on va dire, il y a 30 ans, et apprendre une deuxième langue, c'était hyper important. Peut-être le lendemain, ça va être hyper important de pas juste apprendre une deuxième langue, sinon d'avoir vécu quelques années ailleurs. Parce que vraiment, quand tu sors de ta maison, tu trouves de plus en plus des gens qui ne viennent pas d'ici, tu vois. Tu vas trouver des Colombiens, tu vas trouver des gens de la Russie, des gens de l'Afrique qui viennent. Et si tu es une personne qui a jamais sorti de la France, qui a jamais sorti d'un pays, qui est vraiment, tu regardes la diversité comme quelque chose de négatif, tu es une personne vraiment qui t'es pas vraiment dans les temps actuels. Dans les temps actuels. Du coup, moi je pense que c'est vraiment dommage des gens qui regardent avec ses yeux un peu peureux. Oui, la diversité et ça va être un manque l'énormément, bien sûr. C'est la globalisation, c'est pas juste dans les marchés, et à l'heure actuelle c'est vraiment moi j'ai fait mon lycée dans certains pays, et après
il y a des plus et plus des parrainages entre les universités et c'est pas hyper bizarre que quelqu'un il part à faire ses études supérieures dans mon pays, de l'autre côté du monde. Du coup, moi je pense que c'est vraiment, on va dire, un toolbox et des savoirs comment agir en présence des gens de différentes cultures. Dans quel truc tu dois faire plus d'attention et quelque chose tu dois pas dire, quelque chose tu dois demander avant, quelque chose tu dois juste pas faire. C'est vraiment c'est une nouvelle dimension on va dire, des soft skills qui, si tu l'as pas, vraiment, tu vas être une personne un peu handicapée dans les sons sociaux, tu vois. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait partie des discours de tous ces groupes identitaires ou nationalistes, en fait, qui ont peur du multiculturalisme, en fait. Ils ont peur de ça, ils voient ça comme un effacement. En fait, il y a beaucoup de discussions autour de ça, mais il faut comprendre par exemple, la France, c'est pas que les Français et blancs et c'est pas que eux, tu vois. La France, c'est une entité et dynamique. Et si tu regardes, si tu sors et à marcher par la rue 30 minutes, tu vas vraiment voir que la France, c'est pas que les gens blancs. T'as des gens de toutes les couleurs, t'as des gens de qui parlent plusieurs langues. Tu vois, c'est vraiment la nation, c'est une entité dynamique qui change avec les années. Et cet groupe, c'est vraiment juste, ils sont en train de nier une fait qui c'est vraiment, la France, c'est pas juste les gens qui sont 10 générations de Français, tu vois. Sont aussi les gens qui sont venus il y a 50 ans, ils sont la 12e génération des Français, entre autres, tu vois. Et vraiment, il y a plein de gens et qui sont trouvés en France un projet de société qui les plaît et qui est vu former partie. Ouais. Et puis, du coup, tu pourras avoir la preuve que toi, tu te sens chilien et pour autant, ton identité ne va pas se perdre en te mariant à une femme franco-italienne ou en ayant un enfant avec cette femme. Enfin, c'est pas une soustraction en fait. Toi, tu es la preuve de ce multiculturalisme. Tu vis en France, tu es parti et pourtant tu n'as pas perdu tes valeurs ni ton identité. Oui, absolument. En fait, le Chili, on a une culture un peu appris de la culture américaine, que c'est vraiment différent à la culture française. Et mon identité, c'est plutôt d'avoir été élevé avec ces cultures plutôt américaines. Et après avoir regardé qui est une culture plutôt socialiste, il marche aussi. Tu vois, c'est pas mon identité. 10 ans après, ça va pas être juste avoir regardé la version française, sinon avoir contrasté les deux. Du coup, c'est comme tu avais dit avant, c'est pas 50-50, c'est vraiment 100% et 100%. Et en fait, par rapport à ce que je disais avant, c'est vraiment à prendre en considération que les gens qui vivent en France, c'est des gens qui est un peu, il y a des fois dans les projets des sociétés, c'est vraiment des gens qui croient dans la nation française et à mon avis, si un citoyen il a envie de venir et faire partie, à l'heure actuelle, c'est complètement possible et ça veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, et ça va ajouter et ça va modifier l'identité de la France. Et c'est ça que les gens ont peur. Ils ont peur de ça, ils ont peur de cette perte, de cette modification. Mais bon, c'est un autre débat. Et toi, du coup, étant chilien et bientôt papa, est-ce que dans le futur, tu t'imagines retourner au Chili avec Alice et avec ton enfant ou tes enfants? En fait, avec Alice, avant d'avoir des enfants,
on avait beaucoup parlé qu'on adore vraiment la multiculturalité. Du coup, on aimerait bien rentrer au Chili, mais avant faire un petit arrêt ailleurs, peut-être aux États-Unis ou un autre pays. Et, et on revient à la partie de l'identité. Moi, je suis venu en France et moi, je laissais un peu tout, tous les composants qui sont formés mon identité chilien. Et moi, j'aimerais trop montrer à Alice cette partie de moi. Du coup, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Je sais pas si rentrer pour mourir au Chili, tu vois. Mais moi, habiter là-bas, genre 5 ans, 10 ans, pour aussi montrer à Alice et ma partie chilienne, et aussi la partie chilienne de son enfant, ou ses enfants. Mm. C'est un truc que j'ai vécu avec, dans ma famille, parce que mon papa est vietnamien et ma maman, elle est française. Et donc j'ai toujours fait des voyages au Vietnam, mais c'était des vacances. Et un jour, quand on a fait une première expérience quand on était en CE2, donc moi j'avais 8 ans à ce moment-là, mon père il a dit à ma mère que... mon père est vietnamien, donc il est né au Vietnam, il est arrivé en France, il avait 16 ans. Et il a rencontré ma mère à 28 ans, il m'a eu à 30 ans. Donc, et là, actuellement, mon père, ça fait 30 ans qu'il habite en France. Donc il a vécu plus longtemps en France que dans le pays où il est né. Et on revient donc quelques années en arrière, j'ai 8 ans. Et mon papa a eu cette discussion avec ma mère où pour lui, c'était important que ses enfants découvrent son pays. Et il y avait une question de transmettre peut-être un héritage culturel. Et donc, on est parti, on s'est expatrié au Vietnam, on a vécu 6 mois là-bas. Puis ma sœur était trop petite à l'époque, elle était asthmatique, il y avait beaucoup de pollution dans la capitale, donc on est revenu en France pour des problèmes de santé. Mais on a refait l'expérience 4 ans plus tard, donc quand cette fois j'avais 11 ans, et j'ai passé toute mon année de 6e au Vietnam, et je trouve que c'était une expérience qui était hyper forte, parce que moi, étant née en France, et ayant passé toute ma scolarité, toute ma vie en France, arriver au Vietnam pour autre chose que des vacances, pour le projet de vivre et de découvrir la culture, je crois que c'est le plus beau cadeau que mes parents aient pu me faire. Quand j'ai vécu cette histoire, j'avais 11 ans et je me rendais pas compte de la portée que ça avait et à quel point c'était important. Mais maintenant que j'ai 24 ans, je repense à ce qui s'est passé et je me dis mais c'est un truc de malade et c'est vraiment un cadeau. Ça m'a appris tellement de choses sur même moi, ma construction d'identité. Donc c'est un truc super cool. Oui, en fait, c'est fou parce que, en fait, toi, en tant que vietnamienne et française, et mon enfant, lindemont, il va pas juste avoir la nationalité chilienne, il va avoir une personne avec une identité chilienne chez lui, et qui c'est moi. Et du coup, c'est pas juste sur les papiers, vraiment, il y a plein de choses qui sont dans moi, qui c'est un agir chilien, qu'il va et il va être en contact avec et tous les jours de sa vie. Moi, je vais faire les choses de façon qui est un Chilien qui est venu en France, il va les faire, pas comme un Français. Mais par contre, sa maman, elle va les faire comme un Français et il va les faire. Du coup, et moi aussi, je pense que ça très. Là, il va avoir une expérience un peu d'un Chilien qui est venu en France. Parce que moi, je certaines affinités avec la culture française, mais pour moi aussi, ça sera et très très enrichissant pour lui de regarder la culture chilienne en soi-même, tu vois, pas la culture chilienne qui aime bien la France, vraiment la culture chilienne qui c'est juste chilien, c'est un peu revenir à ses origines de certaines façons. Quand tu étais enfant, est-ce que tu te serais imaginé que tu aurais un enfant avec quelqu'un qui n'est pas chilien? Et en fait, moi je suis pas une personne qui je sais pas comment dire, mais moi je suis conscient qu'il y a vraiment la vie, elle a énormément de surprises. Du coup, moi je ferme vraiment pas la porte, mais c'est je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une aventure là. Ça va être. En fait, en tant que couple, c'est déjà je sais pas si c'est un choc culturel, mais il y a deux cultures qui essayent de
de parler, de s'arranger à partir de l'amour. Mais, après, quand tu es en train de construire une famille plutôt qu'un couple, ça, c'est vraiment les cultures, ils vont vraiment se rencontrer de façon plus profonde. Du coup, moi, je ne m'attendais pas du tout. Mais moi, je ne fermais pas la porte. Et moi, j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui va être les résultats un peu, qui ça va être là nos premiers enfants. Et après, les prochains, je ne sais pas si c'est. Peut-être il va être américain, je ne sais pas. Petite anecdote, nous sommes le samedi 25 février 2023 et dans quelques heures, va y avoir Oui. la révélation du sexe du bébé. Donc toi, tu penses que c'est un garçon Oui, je suis convaincu, c'est un garçon. et Alice pense que c'est une fille. Donc dans quelques heures, nous serons fixés. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu parlais de avant de la construction d'une famille, il y a aussi la construction d'un couple à travers deux cultures. Et toi, est-ce que tu arriverais à décrire ta conception de l'amour? Ma conception de l'amour, et moi je pense qu'il y a plein de. On va dire plein de catégories d'amour. Du coup, je sais pas si tu veux parler de certains en particulier. Est-ce que on pourrait parler de l'amour romantique, du coup? L'amour dans le couple? Moi, je pense que l'amour romantique, c'est vraiment un peu idéalisation de l'amour. Et moi, je pense que c'est une phase qui c'est pas le but de notre couple. C'est vraiment la porte d'entrée. On commence avec l'amour romantique, l'amour passionné. Mais moi, je pense que l'amour, c'est plutôt et prendre soin de l'autre et vraiment et prendre des décisions en tant que c'est les meilleures pour les personnes qui t'aiment. Et ça, c'est pas toujours lié à l'amour romantique. Et moi, je pense qu'envisager un couple une qui a l'amour romantique hyper présent tous les temps, et il va juste. Et les résultats, ça va être juste avoir beaucoup de déceptions. Parce que moi, je pense que l'amour romantique, au début, c'est l'amour, la forme d'amour prédominant. Et après, dans un couple, on va dire, qui a 20 ans, qui a 30 ans ensemble, on va voir, l'amour romantique pressant, mais on va dire, ça va pas être les primaires, tu vois. Et il faut prendre soin de lui, parce que sans la partie romantique, on perd un peu la flamme, on va dire. Mais il faut savoir que ça va pas être les moteurs, ça va pas être on dit piliers. Le pilier? Les piliers fondamentaux de relation. Moi, je pense que c'est très très important. Mais il faut savoir qu'au début, c'est juste au début que c'est celle qui ouvre la porte. Il faut jamais le laisser mourir. Mais il faut savoir qu'il va avoir jamais en période comme la première année ou les 2 premières années de relation où c'est vraiment passionnel. Du coup, oui, c'est juste une période. C'est juste une période qu'après, il va remonter, il va osciller vraiment. Mais il faut pas attendre que si tu veux être bon 30 ans avec une personne, ça va être 20, 30 ans de juste amour romantique. Mais du coup, il y a quand même une notion de choix, parce que du coup, si ça ne repose pas que sur l'amour passionnel romantique, il y a aussi, t'as choisi de rester avec cette personne. Comment ce choix se fait, en fait? En fait, moi, je pense que l'amour romantique, c'est plutôt lié à la passion, lié au bien-être, un peu, on va dire, à court terme. Et après, l'amour un peu plus globalement. Et ça veut dire, moi, je prends soin de l'autre personne. Moi, je veux vraiment, indépendant à moi, que l'autre personne soit bien. Même si c'est avec moi, sans moi,
Je veux juste que l'autre personne soit bien. Et après, c'est la conception du couple, et on va dire à long terme, qui c'est vraiment de construire quelque chose. Et ça, c'est plutôt en amour Familial? familial. C'est vraiment, moi je choisis et, et en compagnon, on dit en compagnon, Un compagnon? un compagnon pour construire cette entité sociale qui c'est la famille. Et, et en fait, moi je sais pas trop comment ça va se développer. Moi je pense que c'est hyper différent. Moi je pense vraiment, chaque famille, il y a il y a ses propres règles, il y a ses propres lois. Et, et chaque famille il a son propre cadre. Du coup, moi je pense que la conception des familles, il va être lié à, à différentes conceptions, à différentes conceptions d'amour. Parce que par exemple, je me dis, peut-être un couple, ils s'aiment beaucoup de manière globale, mais pas forcément ils vont construire une famille, tu vois. C'est juste l'amour de deux personnes. Moi, je veux le meilleur pour toi. Moi, je veux le meilleur pour moi, mais moi, je veux pas forcément construire quelque chose. Du coup, moi, je ne saurais pas vraiment comment répondre à cette question. Je suis vraiment au tout début de cette schéma des constructions des familles. Et avant savoir qu'on attend notre enfant, je n'avais pas vraiment la notion de qu'Alice et moi, on était une famille. Sinon, en couple, mais avec une troisième composante, c'est plutôt une famille. Et on commence à regarder les différentes choses, que c'est vraiment de construire quelque chose pour cette troisième personne et peut-être une quatrième, cinquième, je sais pas. Du coup, je suis pas du tout dans les moments des réponses à la question. Il y a ce truc du coup de choisir un partenaire, enfin un compagnon pour avancer dans la vie. Est-ce que tu penses que c'est important du coup d'avoir un compagnon ou en fait c'est pas, tu peux vivre ta vie sans avoir de compagnon? Et en fait, moi je pense que c'est des pouvoirs un peu, et je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Mais moi je pense que par nature, l'être humain il est une être social, et on a besoin d'amour, de s'entourer d'amour. Et moi je pense que c'est une partie normale de laisser notre famille, que c'était les- nos parents, pour construire nos propres familles. Socialement, la construction des familles, c'est la choix d'un compagnon et avoir des enfants. Mais moi, je pense que c'est pas la seule option. En fait, et comme en tant qu'être social, on a besoin des autres êtres humains et il pourrait y avoir beaucoup de configurations. Moi, je pense que notre société actuelle, elle est en train d'explorer beaucoup de configurations, et pas peut-être c'est les polyamours, peut-être juste et laisser l'amour romantique ailleurs. Ma construction des familles entre mes amis, je sais pas. Moi personnellement, je suis pas proche de cette configuration différente, mais moi, je pense que il y a, que la construction, on va dire, un peu de mariage, c'est pas la seule possible. Moi, je pense que l'être humain, il est pas être, et il est par nature pas être il est pas, on va dire, configuré pour être toute seule, mais pas forcément avec un compagnon. Moi, je pense que et il y a c'est des sortes de configurations qu'on va explorer et d'ici aux prochaines années. Et, mais les buts, c'est en fait d'être accompagné, de former un peu ta famille et selon tes intérêts et tes besoins. Ok, merci. On va terminer l'enregistrement. Je termine souvent avec 2 questions. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant? Quand est-ce que tu te sens le plus vivant? En fait, pour moi, être vivant, c'est de profiter de ton quotidien. Et je suis une personne, moi je peux me définir à moi-même comme personne planifiée, mais aussi que moi j'adore la vie. Moi je planifiais
en tant que et avoir les balances entre avoir un bon avenir, mais pas dire ma vie c'est une merde, tu vois. En fait, pour moi, être vivant, c'est être conscient que moi je dois un peu planifier mon futur, mais que la vie, il a des surprises. Les surprises, elles sont bonnes comme c'est des mauvaises surprises. Du coup, si je mords des mots juste pour planifier mes 45 ans, moi, j'ai pas vraiment vécu. J'ai juste planifié pour vivre à 45 ans. Du coup, pour moi, vivre, c'est les balances entre être responsable avec ton avenir et te dire si j'ai mort des mots, moi, je suis bien avec moi-même, que j'ai profité de ma vie, mais pas au fond dire les lendemains, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. C'est vraiment être consciente qu'il y a un futur, mais aussi être conscient qu'il y a un présent et les vivre comme ça correspond. Quand est-ce que tu te sens le plus heureux? C'est une très bonne question. Quand, quand je me sens le plus heureux, moi je pense qu'il y a vraiment différents types de bonheur. Mais quand tu m'as demandé la question, et un moment très précis que ça me vient à la tête, c'est quand j'ai eu une journée très productive. Parce que moi, personnellement, j'aime trop créer de la valeur. Moi, je pense que je suis une personne qui a beaucoup de compétences. Et moi, j'aimerais utiliser cette compétence pour créer des choses. Pas, pas juste, on va dire, travailler pour une entreprise, sinon vraiment créer de la valeur. Quand je sens que j'ai créé de la valeur, ou je m'ai développé à moi-même, et dans une journée, on va dire, productive, et quand je rentre à la maison, et je trouve que aussi j'ai cette petite construction des familles, et moi je me retrouve avec Alice dans le lit, on s'est fait un câlin. Ça c'est vraiment un moment où je suis vraiment très heureux. Quand je dis, moi je vais vraiment maximiser la productivité de ma journée, mais aussi ça reste ma journée productive. Et là, ça vient ma journée un peu plus des dons d'amour. Et moi, je ne vais pas dire des profiter, parce que moi, je profite beaucoup, comme j'avais dit, créer de la valeur, mais un autre type de profit. Tu vois, vraiment, c'est savoir que j'ai pas envie monothématique et que si je suis en train de construire du parti qui est pour moi, dans ces moments de ma vie, c'est très important. La partie de m'améliorer comme personne et de manière personnelle et professionnelle, mais aussi de me retrouver dans un environnement que je suis vraiment à l'aise, que c'est arriver à la maison vraiment fatigué et arriver avec Alice dans un espace de détente et vraiment me sentir aimé et donner de l'amour en fait. Et c'est un aller-retour d'amour qui est vraiment, ça me plaît beaucoup. Et du coup, pour toi, ça veut dire quoi, haut les cœurs? Moi, j'imagine oh, les cœurs. Moi, l'imagine graphique, c'est Jean en train de balancer son cœur en eau, vraiment graphiquement. Et je sais pas comment dire, comment exprimer l'amour ouvertement, de manière ouverte, sans restriction. Un peu, moi, moi, je vais pas prendre en considération que c'est bien ou mal. Je vais juste dire ma conception d'amour. Trop bien. Trop bien. Oh, d'accord. Haut les cœurs. Et toi, Alice, si je te dis haut les cœurs, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser au dessin animé où il y a le vieux monsieur là, avec sa maison qui va en haut. Donc, comme si quand t'es amoureux, bah, t'as plein de ballons, un peu comme dans le film. Et genre, t'es sur un petit nuage et voilà, c'est ça. On est à quelques heures de la révélation du sexe du bébé. Comment tu te sens? En vrai, j'ai trop hâte et je suis trop contente genre d'avoir tout le monde que j'aime autour de moi et tout. Du coup, je suis vraiment hyper contente. Avec toi,
l'espoir que c'est une petite fille. Enfin non, pas l'espoir, mais le pressentiment que c'est une fille. Mais oui, j'ai l'impression que c'est une fille et je préférais une fille, mais en vrai, enfin, si c'est un garçon, ça me va. Mon enfant n'écoutera pas ça. Merci beaucoup. À toi. Vous venez d'écouter l'épisode 3 du podcast Made in My My. Je souhaite remercier Esteban du fond du cœur pour la conversation qu'il m'a offerte. Merci pour cette vague d'espoir et cette leçon d'altérité. À l'heure où j'écris ces mots, Alice est encore enceinte et elle rayonne de beauté. C'est avec hâte que nous attendons l'arrivée de votre petit bébé citron. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour dans cette nouvelle aventure. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles ou un like sur votre plateforme d'écoute et nous retrouver sur Instagram. La bande-son originale a été composée par Thomas De Fuentes et ce logo haut en couleur est l'œuvre de ma meilleure amie, Sophie Marin-Cudraz. Vous pourrez retrouver toutes les informations mentionnées dans cet épisode en lien dans la barre de description. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail madeinmymy.podcast@gmail.com. À bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous! En fait, c'est très bon ta question des quand t'es le plus heureux. Et vraiment, c'est fou. Dès que je suis avec Alice, vraiment, ces moments précis, quand tu rentres fatigué. Parce que aussi, moi j'aime pas quand t'es un peu en journée de loutre, tu fais rien. Ça m'explique Journée pas. de loutre, ça c'est vraiment une expression à toi, ça.